qui a frappé avec cette crise, c'est que je pense que les citoyens ont été touchés directement par un phénomène de rétro-impact environnemental. On atteint l'écosystème nous renvoie un feedback, et c'est très important que les citoyens soient informés sur quelles sont les causes. Les biologistes le disent depuis 20 ans, déforestation pour l'urbanisation, pour l'agriculture intensive, l'exploration minière. Et si le citoyen est informé que chaque fois qu'il achète un téléphone portable, chaque fois qu'il achète un produit en plastique, chaque fois qu'il achète un vêtement de mauvaise qualité qu'il jettera très rapidement, il génère les conditions de la prochaine crise sanitaire. Dans le monde, on estime en fait que les émissions de dioxyde de carbone qui n'ont fait qu'augmenter dans les dernières décennies ont subi et vont subir une baisse temporaire qui pourrait être de l'ordre de 4 à 7% dans le monde au cours de l'année 2020. Ça va dépendre en fait des conséquences indirectes de la crise sanitaire, mais en termes de composition de l'atmosphère, l'effet sera négligeable. C'est comme si en fait on imagine qu'on déverse chaque année un seau dans une baignoire et qu'on change l'équivalent d'une cuillère à soupe dans ce seau. Le niveau de la baignoire va continuer à monter. Donc il y a eu en fait surtout un ralentissement temporaire qui n'a rien à voir avec les transformations nécessaires pour parvenir à stabiliser l'évolution du climat. Depuis de nombreuses années, des changements essayent d'émerger. Des choses sont déjà inventées par de nombreux chercheurs, par de nombreuses associations, par des alternatives citoyennes. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais qui sont absolument étouffées par un manque peut-être de volonté politique ou de reconnaissance d'acteurs économiques qui seraient beaucoup trop tournés vers un objectif unique, par exemple de profit économique. Par cette sobriété imposée et temporaire, on se rend compte que ces choses-là peuvent exister en fait. Au cœur du développement durable, on a bien dans le rapport Brundtland de 87 cette idée évidemment que la satisfaction des besoins d'aujourd'hui ne doit pas nuire à la possibilité que soient satisfaits les besoins de ceux d'après. Or, très sincèrement, dans des régimes juridiques libéraux, où la liberté d'entreprendre reste absolument centrale, où l'économie n'est pas considérée à l'aune de l'écologie alors que la racine étymologique est commune, il est extrêmement compliqué d'envisager un cadrage, tout simplement une planification ou même un dirigisme autour de la notion de besoin. C'est une question de changement de logiciel. Je crois sincèrement qu'on en est assez loin. Moi, j'ai un peu de réticence à vouloir parler de monde d'après-Covid, de toutes ces alternatives-là, puisqu'en fait, en réalité, c'est un changement déjà démarré qui devrait simplement pouvoir exister. Et vraiment, cela repose sur une plus grande volonté politique et de la société civile pour reconnaître ces options-là. La particularité de l'agriculture, c'est que ce sont plutôt des émissions de gaz qui ne sont pas du CO2. C'est à peu près peut-être 20-30% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a deux gaz principaux. L'un, c'est l'oxyde nitreux, le N2O. C'est pratiquement proportionnel à la quantité d'engrais appliqués. Et donc, on a une forte augmentation des émissions de N2O, qui est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2, mais dont la concentration n'est pas très forte. Et le deuxième point, c'est en fait l'élevage qui produit du méthane, en particulier l'élevage de ruminants, qui est l'une des sources principales, je crois que c'est un tiers de la source globale de méthane. Et ça, c'est lié vraiment en fait au processus de digestion dans l'estomac, système ruminant des animaux. Alors c'est un point sur lequel les agronomes travaillent beaucoup ces dernières années autour de la question de la diversification des systèmes, donc de la relocalisation d'une certaine diversité des cultures dans les territoires. Et on attend, nous, en tant qu'agronomes et agroécologues, on attend de cette diversification qu'elle multiplie les leviers de régulation biologique qui permettent une économie d'intrants, une économie des ressources en eau, et puis multiplier les cultures sur la succession de cultures. Ça permet de réduire en principe les bioagresseurs. Il faut absolument encourager les démarches préventives dans le sens où il faut encourager peut-être l'assurance et il faut aussi encourager les systèmes d'adaptation dans ce genre de cas d'épidémie et même bientôt de changement climatique. Il faut parler de la diversification des territoires. Il faut aussi parler par exemple en système de protection de filets paragrèles, de systèmes de lutte contre le gel. Et il faut également prendre en compte tous les risques plus importants qui pourraient faire finalement l'objet d'un transfert vers l'assurance ou vers le système mutualisé. Toute la politique d'un pays ne peut pas se résumer à la lutte contre les émissions de CO2. Finalement, on a bloqué l'économie française et on a pris moins 11% de PIB. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait une épidémie qui touchait majoritairement des gens de plus de 80 ans.
Donc si on avait été dans un calcul purement utilitariste, on laissait l'épidémie. Or, on a fait un choix qui est différent et que moi j'approuve, qui consiste à avoir réduit l'activité économique pour, statistiquement, sauver des vies de gens qui étaient en retraite. Mais ça, vous ne pouvez pas le démontrer de manière chiffrée. C'est-à-dire que vous pouvez, avec vos chiffres, justifier une position ou une autre. Et on pourrait très bien, dans un calcul purement utilitariste, de dire « bah non, écoutez, on est désolé, bah oui, il y a des personnes âgées qui meurent, bah, on ne peut pas faire autrement ». C'est-à-dire que la grosse difficulté dans la politique, c'est de comparer des choses qui sont incommensurables. Enfin, ce que la crise sanitaire montre en termes de réorganisation de la société, on a donc un système financier qui n'est même plus connecté au fait de pouvoir allouer du capital sur des entreprises. C'est plus sa fonction. Donc déjà, il y a un énorme problème et les normes comptables internationales y participent très activement. Je pense à la rénovation du bâtiment, par exemple, qui sont des domaines assez naturels, on va dire, pour la relance économique, et en essayant justement d'aider à la transition. En revanche, des domaines beaucoup plus compliqués, puisque dans des secteurs qui sont les secteurs sinistrés en France, ben on va voir typiquement l'automobile, on va voir l'industrie aéronautique, des secteurs extrêmement importants pour l'économie nationale, et qui sont en même temps des secteurs qui ont une importance dans les émissions de gaz à effet de serre. C'est certainement pas sur le court terme, en tout cas, qu'on pourra imposer des choses très fortes à ces secteurs déjà très fragilisés. La question de l'éducation, de la formation, de la conversion des emplois, enfin c'est quand même des dimensions qui sont très importantes. Lorsque l'on évoque la transition, notamment énergétique, ou les transitions qui sont en lien avec l'écologie, on évoque souvent des points d'arrivée, des images d'un futur, et on évoque assez peu et pas suffisamment tous les cheminements requis, les transitions nécessaires, la nécessité de convertir des emplois, de verdir des emplois, pas seulement des emplois verts, mais le verdissement des emplois, c'est quand même un chantier énorme. Et donc, il y a tout un travail en amont, on va dire, d'investissement dans les compétences, les qualifications, les formations, ces nouveaux métiers qui nous permettraient d'entrevoir, on va dire, de nouvelles activités.